L'arrêt cardio-respiratoire est défini par l'arrêt de la circulation et l'arrêt de la respiration. Il devrait d'ailleurs plutôt s'appeler l'arrêt circulato-respiratoire, car nous allons voir qu'un arrêt cardio-respiratoire peut survenir alors qu'il existe encore une activité électrique cardiaque, voire encore quelques battements. L'arrêt d'une des deux fonctions retentit rapidement sur la deuxième. Ainsi, un arrêt respiratoire s'accompagne rapidement d'un arrêt circulatoire hypoxique, tandis que si l'arrêt est primitivement circulatoire, la respiration s'arrête également dans la foulée. Les causes d'arrêt cardiaque sont dominées chez l'adulte par les causes d'origine cardiaque, à l'inverse de l'enfant, que nous détaillerons un petit peu après, où les causes hypoxiques dominent. Les 5 variétés d'arrêt cardio-respiratoire sont la fibrillation ventriculaire ou la tachycardie ventriculaire inefficace au niveau circulatoire, c'est-à-dire sans pouls. Deuxièmement, les torsades de pointe. Troisièmement, les asystolies. Et quatrièmement, les bradycardies extrêmes, actuellement appelées rythme sans pouls, à savoir qu'il persiste une activité électrique, éventuellement quelques battements encore efficaces, mais que la rareté des battements est insuffisante pour assurer une circulation efficace. L'arrêt cardio-respiratoire touche 55 personnes pour 100 000 habitants par an. Il représente la moitié de la mortalité d'origine coronaire. Dans 2 tiers des cas, l'arrêt cardio-respiratoire survient chez l'homme, dans 3 quarts des cas à domicile, et dans 3 quarts des cas devant témoin, dont seulement 13% entreprendront une réanimation cardio-pulmonaire de base. Pour pouvoir améliorer le pronostic effroyable de l'arrêt cardiaque, puisque la survie immédiate n'est que de 15% et que la survie à 1 mois n'est que de 2,5%, il convient d'enseigner et de correctement apprendre la chaîne de survie. La chaîne de survie est un concept qui a été développé autour de l'analogie avec une chaîne à 4 maillons, dont le maillon le plus faible entraîne le niveau faible de l'ensemble de la chaîne. La chaîne de survie associe donc un premier maillon qui est la reconnaissance précoce et l'alerte précoce des secours en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Le deuxième maillon, intriqué dans le premier, est la réanimation cardio-pulmonaire de base précoce, donc effectuée par le témoin de la scène. Le troisième maillon est le maillon de la défibrillation précoce. Et enfin, le quatrième maillon est le maillon de la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée précoce. Au jour d'aujourd'hui, en France, avec l'organisation de la médecine d'urgence délocalisée dans les camions du SAMU, le quatrième maillon est le maillon le plus efficace. Les 3 premiers maillons sont les maillons qui, aujourd'hui encore, sont les maillons considérés comme les plus faibles. La prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire a été détaillée dans un avis formalisé d'experts qui date de 2006 et qui fait référence aussi bien dans la réanimation cardio-pulmonaire de base que dans la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée. La reconnaissance de l'arrêt cardio-respiratoire porte sur l'absence de signes de vie et pour le personnel médical ou paramédical, les professionnels de santé, cet avis formalisé d'experts maintient la recherche du pouls qui doit être palpé sur une période inférieure à 10 secondes pour ne pas prendre de retard sur la réanimation cardio-pulmonaire au niveau carotidien ou au niveau fémoral. En cas d'arrêt cardiaque, absence de signe de vie, abolition du pouls carotidien ou fémoral pendant une période inférieure à 10 secondes, l'alerte doit être précoce en composant le 15 ou le 112 à partir d'un téléphone portable pour contacter le SAMU. Une fois l'alerte effectuée, la réanimation cardio-pulmonaire de base est débutée. Le massage cardiaque externe est prioritaire sur la ventilation. Il associe un rythme de compression-décompression thoracique, talon de la main appuyé sur le sternum de la victime, au rythme de 100 compressions de 4 à 5 cm de dépression par minute. Le temps de relaxation est également extrêmement important et les mains doivent être décollées du thorax de la victime pour permettre le retour à la position de repos avant une nouvelle compression. La ventilation est effectuée après avoir libéré les voies aériennes supérieures, en basculant la tête en arrière, en relevant le menton, et éventuellement après avoir vérifié l'absence d'obstruction des voies aériennes par un corps étranger, et doit être effectuée au moyen du bouche à bouche ou du bouche à nez, à un rythme de 30 compressions pour 2 insufflations. Les compressions doivent être arrêtées pour la période la plus courte possible et si le sauveteur ne sait pas ou ne veut pas ventiler, le massage cardiaque externe doit être effectué au rythme de 100 par minute sans interruption. Il reste prioritaire dans la mesure où les causes numéro 1 chez l'adulte sont des causes cardiaques. Les poumons étant encore remplis d'oxygène, la priorité est alors de faire circuler le sang. Enfin, n'oubliez pas que si l'arrêt cardio-respiratoire est intra-hospitalier, la reconnaissance et l'alerte précoce perdurent.
l'alerte est effectuée le plus souvent au moyen d'un numéro court dédié qui tombe directement chez les urgentistes ou les réanimateurs formés pour intervenir sur l'arrêt cardiaque. En cas d'arrêt cardiaque intra-hospitalier, l'ensemble des mesures décrites précédemment restent vraies. Néanmoins, la ventilation est effectuée à l'aide d'un insufflateur manuel, un ballon auto-remplisseur, branché à une source d'oxygène et avec une interface de type masque facial permettant d'oxygéner en plus de ventiler le patient. La réanimation cardio-pulmonaire spécialisée fait appel le plus vite possible à la défibrillation. Si la victime est restée au moins 5 minutes sans massage cardiaque externe, sans réanimation cardio-pulmonaire de base, la défibrillation sera précédée d'une période de réanimation cardio-pulmonaire et de massage cardiaque pendant au moins 2 minutes, afin déjà de renouveler un petit peu le sang coronaire et d'améliorer les chances de succès de la défibrillation. Donc, reconnaissance de l'arrêt cardio-respiratoire. On ne sait pas trop depuis combien de temps le patient est en arrêt cardio-respiratoire. C'est la cause numéro 1 en France, puisque comme je vous l'ai dit, seulement 13% des témoins vont entreprendre un massage cardiaque externe. Nous faisons donc d'abord 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire de base. Au-delà de ces 2 minutes, analyse du tracé et si nécessaire, choc électrique externe, défibrillation, d'emblée à la dose maximale, c'est-à-dire pour un défibrillateur biphasique, 150 à 200 joules. À l'issue de la défibrillation, reprise immédiate de la réanimation cardio-pulmonaire de base et nous n'analyserons le tracé et on ne vérifiera l'efficacité du premier choc qu'à l'issue de ces 2 minutes. Quand bien même le choc aurait été efficace et l'activité cardiaque aurait été reprise, la circulation serait redevenue efficace, 2 minutes de massage cardiaque externe et de ventilation ne sont pas délétères, au contraire. Rapidement après le premier choc électrique externe, on procédera, comme nous sommes dans la réanimation spécialisée, à une intubation orotrachéale et à la ventilation mécanique avec un niveau d'oxygène de 100%. À l'issue des 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire, analyse du tracé et si inefficacité, deuxième choc électrique externe, immédiatement précédé de la première dose d'adrénaline qui, bien que n'ayant jamais été comparé dans la littérature internationale contre un placebo, reste le médicament de référence à la dose de 1 mg intraveineux. Si jamais une voie veineuse n'a pas pu être mise en place chez le patient durant le début de l'intervention, l'adrénaline peut en alternative être effectuée en intratrachéal à la dose de 3 mg diluée dans 10 ml d'eau PPI. Suivi de 2 nouvelles minutes de réanimation cardio-pulmonaire, analyse du tracé au bout de ces 2 minutes et en cas d'échec et de poursuite d'un rythme choquable, tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, d'un troisième choc électrique externe et ainsi de suite jusqu'au succès ou à l'arrêt de la réanimation. L'adrénaline sera réadministrée à la même dose de 1 mg en intraveineux direct tous les 2 cycles de réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire qu'on en réinjectera avant le 4e choc et ainsi de suite avant le 6e, 8e et 10e choc. En cas d'inefficacité du 2e choc, de la première dose d'adrénaline et de persistance d'un rythme défibrillable, on injectera avant le 3e choc électrique externe une dose d'amiodarone en intraveineux direct à la dose de 300 mg. Cette dose pourra éventuellement être renouvelée ultérieurement dans la réanimation à la dose de 150 mg en cas d'inefficacité. Combien de temps adoptons-nous cette procédure ? Eh bien, il n'y a pas de recommandation formalisée. Il faut savoir que certains facteurs extérieurs vont faire modifier la durée de réanimation, comme l'existence d'une hypothermie, d'un début de noyade. Mais globalement, dans la majorité des cas, on estime qu'après 30 minutes de réanimation cardio-pulmonaire spécialisée correctement effectuée et en l'absence d'une récupération de l'activité cardiaque, les manœuvres de réanimation peuvent être arrêtées et il s'agit là d'une décision médicale. Enfin, qu'en est-il d'un certain nombre d'autres mesures spécialisées surajoutées ? Donc, je vous l'ai déjà dit, l'amiodarone remplace aujourd'hui, à la suite d'une étude randomisée, la xylocaïne dans la prise en charge de tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire avec une efficacité circulatoire réfractaire
au deuxième choc électrique et à l'adrénaline. Et la xylocaïne ne doit plus être utilisée qu'en cas d'indisponibilité de la cordarone et même pas en cas d'inefficacité où on renouvelle la dose de cordarone. Le sulfate de magnésium à la dose de 2 grammes est à réserver au cas de torsade de pointe. L'atropine à la dose de 3 mg IVD doit être réservée au cas de bradycardie extrême qui était précédée d'une bradycardie avec efficacité circulatoire et qui dégénère en bradycardie encore plus extrême avec inefficacité avant la survenue d'une asystolie. Et dans aucun autre cas, elle ne doit être injectée. Il n'y a pas d'indication à réaliser une alcalinisation, y compris en cas de réanimation cardiopulmonaire prolongée, en dehors de quelques exceptions. Si l'arrêt cardiaque peut être attribué de façon suspecte ou confirmée à une hyperkaliémie, ou en cas de présence, préexistence d'une acidose, qu'elle soit métabolique ou respiratoire. Enfin, en cas de récupération d'un rythme cardiaque, les manœuvres de réanimation cardiopulmonaire spécialisées seront suivies d'une hypothermie thérapeutique aux alentours de 32 degrés pendant 12 à 24 heures. Et cette hypothermie est au mieux initiée pendant la réanimation cardiopulmonaire. Voilà les recommandations des experts récentes sur la prise en charge et la reconnaissance de l'arrêt cardio-respiratoire de l'adulte.